Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Oracle Security Week. Ravi de vous accueillir ce matin sur cette nouvelle série en français de série qui est Security Week. Voilà, merci pour votre présence, merci pour votre temps. Voilà, j'espère que le programme va correspondre à vos attentes. Donc, je suis Patrick Lemartret, je suis directeur marketing pour les technologies chez Oracle et vous accompagner sur cette matinée et puis également plus loin dans la semaine. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, comme on en a pris l'habitude, on a quelques propositions à vous faire. Notamment, on continue notre partenariat avec Oracle University, qui propose un catalogue de formations. Donc certaines sont certifiantes, notamment sur Oracle Cloud Sécurité. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Voilà, il y a un QR code qui vous aide à vous enregistrer et regarder effectivement ces différentes propositions. Également, et c'est intéressant, on a un groupe d'échange en français sur LinkedIn qui vous permet, au-delà de l'actualité d'Oracle, également d'avoir accès au replay, notamment de cette Security Week. Si vous ne pouvez pas suivre toutes les sessions de cette semaine, ce groupe-là vous permet d'y accéder directement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ce groupe d'échange en français. Alors, cette Security Week 2025, donc aujourd'hui, on va commencer par le cœur de sujet, donc la base de données. Je vais y revenir tout à l'heure avec nos différents intervenants. La suite, c'est demain. Alors, demain, on sera plus concentré sur les infrastructures. Donc, on va parler de sécuriser vos infrastructures. On va parler de continuité de service, de stratégie, de backup, donc notamment à tous les thématiques autour de la résilience. Donc ça, dès demain matin, même heure, à 11 heures. Jeudi, on a un autre sujet éminemment d'actualité. Ça concerne toute la sécurité, la souveraineté pour vos nouvelles applications, pour vos nouveaux projets autour de l'intelligence artificielle. Sur cette session en particulier, on fera intervenir une personne de Cohere. Vous connaissez sûrement, éditeur de LLM avec lequel Oracle contribue beaucoup. Donc Cohere nous fera effectivement part aussi de ce qu'il décline côté sécurité. Donc ça, c'est pour jeudi matin 11 heures. Et vendredi, on sera sur un autre sujet éminemment pointu et d'actualité, c'est toute la gestion des accès, identité, voilà, gestion d'une stratégie sans mot de passe. Donc ça, c'est vendredi à partir de 11 heures. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour l'entièreté de ces sessions, même si vous ne pourrez pas y assister, ça vous permettra d'avoir automatiquement les liens de replay. Pour ce matin, on va être concentré sur la base de données, toutes les évolutions, comment sécuriser sa base de données, comment anticiper des potentielles attaques autour de sa base de données. Avant de vous présenter nos intervenants, voilà, un petit safe harbor pour juste indiquer que ce que l'on va partager avec vous ce matin n'a pas valeur de contrat. Et puis je vous présente tout de suite nos intervenants. Tout à l'heure, on va retrouver Vincent Murcy, un spécialiste de sécurité, principal technologie spécialiste chez Oracle France. Et puis j'ai le plaisir de passer tout de suite la parole à Hakim Loumi, qui est product manager à la Corp et qui est spécialiste sur tous les sujets d'IA et de database. Hakim, si tu m'entends, je te laisse la parole. À toi. Très bien, merci Patrick, merci à tous d'être présents, bienvenue. Alors aujourd'hui, évidemment, on va parler de sécurité, mais on a des aspects techniques, c'est ce qu'on va voir et c'est ce que surtout vous allez voir en détail avec Vincent, mais on a aussi un gros morceau sur la réglementation en Europe notamment. Alors évidemment, vous connaissez tous la GDPR, qui est le règlement en fait qui vise à protéger les données personnelles et garantir le droit à la vie privée, mais viennent de s'ajouter au fil des mois, au fil des années, de nouvelles réglementations. Et en fait, ce n'est que le début. En fait, de nouvelles vont arriver encore et sont en préparation. Alors, les acronymes, vous les connaissez certainement, NIS2, DORA, CRA. Et je voulais commencer par ça, juste pour vous expliquer un petit peu globalement en quoi ça consistait et pourquoi est-ce qu'elles sont si importantes et si impactantes pour vous qui allez devoir gérer justement des systèmes informatiques. Alors la première que l'on a tout de suite en tête, c'est NIS 2. C'est une directive qui est en fait elle complète la directive Nice qui initialement avait été faite
pour renforcer la cybersécurité dans les secteurs critiques tels que l'énergie, la santé, les transports, la finance. Bon, globalement, un peu toutes les entreprises. Et Nice 2, en fait, elle va venir effectivement renforcer tout ça, mais surtout ajouter cette fois-ci plus que des bonnes pratiques, des véritables obligations. Donc là, on va parler de résilience, de continuité. Vous allez donc, évidemment, ce sont des termes que vous connaissez depuis très très longtemps, mais là, cette fois-ci, elles vont être impactantes puisqu'il va y avoir évidemment au-delà des recommandations, on va avoir aussi des sanctions. Donc là, typiquement, on va parler des plans de continuité, des DRP, hein, des Disaster Recovery Plan, mais pas seulement. Vous allez être aussi dans l'obligation de notifier. Alors là, on passe maintenant à 24 heures, là où la GDPR parle de 72 heures. Là aussi, on a cette notion de 72 heures, sauf que on va aller encore un petit peu plus loin en demandant aux entreprises à agir encore plus vite, à notifier encore plus vite. Donc il y a cette nouvelle notion de 24 heures qui vient d'arriver. Il faut savoir que c'est un complément en fait de tout ce qui est GDPR et autres réglementations. Donc, Nice 2, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va vous donner évidemment un socle très intéressant, très important en termes de bonnes pratiques, mais elle va plus loin parce que une fois qu'elle est transcrite dans le droit national, donc de chaque pays en Europe, eh bien, elle va avoir ce pouvoir coercitif de sanction. Elle est en place déjà depuis le 17 octobre 2024, donc là c'est une directive, mais encore une fois, elle va avoir son application dans certains pays. Donc on a déjà des pays comme la Belgique et la Suisse, d'ailleurs, mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui pourtant a transcrit dans une partie dans son droit. Donc on a certains pays qui l'ont déjà fait. La France a pris un petit peu de retard dû aux différents changements de gouvernement, mais de toute façon, ça va se faire, ça va se mettre en place. Ensuite, on a la deuxième qui est un gros morceau qui est Dora. Donc elle, Dora, pareil, qui est déjà en place depuis le début de l'année, depuis janvier. Elle, c'est une loi qui va aussi parler de résilience opérationnelle, mais elle va spécifiquement cibler le secteur financier. Donc là, l'idée, c'est de garantir que les institutions telles que les banques, les compagnies d'assurance, les infrastructures des marchés financiers soient elles aussi, évidemment, en capacité de subir des attaques sans effet. Donc évidemment, pouvoir être tout à fait résiliente. Donc là, on va encore un petit peu plus loin par rapport à Nice 2. On va rajouter encore plus d'exigences. Les notions d'assessment qui étaient déjà dans Nice 2 vont être encore un petit peu plus profondes. De toute façon, considérez que si vous n'êtes pas dans le secteur financier, de toute façon, Nice 2 va s'appliquer à vous. Et si vous êtes dans le secteur financier, Nice 2 s'applique quasiment de base et vous allez un petit peu plus loin. Si en revanche, vous êtes déjà ISO 2000 et quelques, là, de toute façon, Dora et Nice 2 auront assez peu d'impact sur vous puisque elles ne font que reprendre et essayer de mettre en musique des différents éléments, différents composants des normes ISO sur la sécurité. Donc ça, c'est aussi un petit peu pour savoir où vous vous situez, savoir si vous avez des craintes à avoir ou si vous devez approfondir. Quoi qu'il en soit, vous devez vous assurer que vous êtes en capacité de prévenir les cyberattaques, que vous pouvez donc promouvoir votre conformité par rapport à la sécurité et aux recommandations qui sont faites dans ces réglementations. Vous devez aussi être responsable et gérer vos risques, donc savoir faire des évaluations, savoir faire des plans de continuité, des plans de revue aussi de vos différentes mises en place. Donc, il faut que vous ayez des KPI, il faut que il faut que vous ayez des réunions qui permettent de suivre tout ça. Il faut que vous soyez en capacité de fournir tout ça à un auditeur. Donc, vous voyez que là, on bascule complètement dans autre chose. On n'est plus seulement à j'ai envie de faire de la sécurité ou alors, bon, on n'est pas suffisamment mature, on verra ça plus tard. Ces réglementations ne vous laissent plus le temps si malheureusement vous n'avez toujours pas mis de choses en place. Là, cette fois-ci, elles vont exiger que tout soit mis en place, que votre système soit résilient, que vous sachiez ce qui s'y passe tout le temps et surtout que vous soyez en capacité de le tester. Et c'est ça qui est aussi important et un peu novateur. Encore une fois, peut-être que vous le faites depuis très longtemps, mais là, ces réglementations insistent sur ce fait-là. Vous devez tester à minima, une fois par an, et c'est vraiment à minima, vos environnements,
vos infrastructures, vos architectures. Donc vous devez tout débrancher et vous assurer que non seulement techniquement ça reparte, mais que aussi en termes de communication au sein de vos services, etc., tout le monde sait ce qu'il a à faire et quand il a à le faire. Et si ça dysfonctionne, vous devez revoir les différents problèmes. Et encore une fois, tout ça, vous devez le roder, le refaire, le refaire. Donc vous voyez que ça a des impacts, ça n'est pas juste simple. Et le non-respect de ces réglementations peut entraîner de lourdes sanctions. Donc on incite évidemment les organisations à se mettre en conformité le plus vite possible. La dernière que je citerai, alors que je n'ai pas affichée ici, mais c'est CRA. Donc CRA, c'est aussi une réglementation sur la cyber-résilience qui, elle, vise à renforcer la sécurité des produits numériques et des appareils connectés. Donc elle aborde les risques en établissant des normes de cybersécurité pour les fabricants et les développeurs de logiciels et de matériel. Donc là, on va complètement parler de sécurité by design. Là, vous devez absolument, si ça vous concerne, absolument vous mettre en conformité avec CRA. Ensuite, on peut passer au slide suivant, merci. Alors, pour se mettre en conformité sur la notion de résilience, quand vous avez des bases de données dans un environnement Oracle, vous devez avoir trois choses en tête. La première chose, c'est évidemment faire face à tout ce qui va être les dénis de service, les outages, les arrêts de service, etc. C'est-à-dire que typiquement, on va normalement penser au ransomware, par exemple, qui lui a pour vocation à vraiment à éteindre ou en tous les cas à saboter vos systèmes. Face à ça, on a déjà des solutions, je vais les détailler tout de suite après. Ensuite, on a le deuxième gros pilier qui est faire face à l'exfiltration des données. En général, le ransomware, lui, va chercher à abîmer, en tous les cas mettre à mal votre activité opérationnelle, mais il a aussi pour vocation, depuis plusieurs années maintenant, à d'abord exfiltrer vos données intéressantes, les données sensibles, et ensuite, il va chiffrer et il va mettre à mal votre système. Là, on a, pareil, une autre notion à mettre en place qu'on appelle la MSA. Donc on va voir ça aussi en détail, et vous le verrez beaucoup plus en détail avec Vincent. Et enfin, le dernier aspect, c'est que vous avez peut-être un système qui a une bonne continuité de système, qui peut éventuellement switcher vers un autre site, etc. Mais peut-être que vous basez aussi vos reprises d'activité sur des backups. Et attention, parce que notamment les ransomware ont cette capacité d'aller même chiffrer les backups. Donc là, pareil, vous devez être sûr que même si on a tenté de détruire ou d'abîmer, de corrompre vos backups, vous puissiez repartir. Et c'est là où la solution qu'on peut vous préconiser, c'est la ZDLRA. Donc vous voyez, on a trois piliers. MAA, la Maximum Availability Architecture. Oui, 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 c'est bon, tu peux passer le slide. Là, ici, vous avez donc l'exhaustivité de ce que représente un MAA avec Oracle. Donc, c'est-à-dire une architecture maximum availability où on va mettre donc la notion de haute disponibilité de manière très importante. Selon évidemment votre degré de recherche, de ce que vous souhaitez en termes de disponibilité, vous allez avoir votre site principal, un site de secours, donc on va parler des DataGuard, Active DataGuard par exemple, les réplications, ça peut être du temps réel, ça peut être du temps différé. Donc encore une fois, hein, du DataGuard, du Golden Gate, pourquoi pas. Vous pouvez avoir évidemment sur les mêmes sur les mêmes sites, pardon, plusieurs nœuds, de manière à ce que si un nœud tombe, eh bien vous puissiez repartir. Là, on va parler de clustering, de notions de base de données distribuées, etc. Vous avez bien entendu toutes ces synchronisations qui doivent se faire en temps réel, de manière à ce que, encore une fois, si un site ou un nœud ou une baie de stockage se mettent à tomber, vous puissiez repartir. Donc ça, c'est vraiment cette notion MAA que les réglementations désormais insistent et vont limite obliger à mettre en place. Vous avez aussi la notion de sécurité. Donc là, le MSA, Maximum Security Architecture, là, cette fois-ci, vous avez une vision globale de tout ce que l'on peut faire en termes de sécurité, la base de données étant au centre. Ce que vous voyez là est valable pour tout type de base de données et pas seulement Oracle. La surface d'attaque étant extrêmement large, eh bien, vous devez pour chacune de ces surfaces d'attaque vous garantir et assurer que la vulnérabilité est couverte et que vous êtes en capacité d'évaluer en temps réel, de prévenir et de détecter à tout moment.
Enfin, la dernière chose que vous voyez en haut à droite, c'est la fameuse ZDLRA, donc Zero Data Loss Recovery Appliance, qui est une appliance qui est dédiée en fait au stockage de vos backups, mais aussi à leur restauration. L'avantage de cette appliance, c'est que à chaque fois que vous faites un backup par bloc. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'incidence, il n'y a pas d'overhead en fait sur votre activité, mais surtout, chaque bloc qui se trouve dans cette appliance est absolument restaurable. Vous savez qu'il est restaurable, donc il n'y a plus besoin d'avoir peur au moment de son test de restauration, d'allumer un cierge et de se dire, oh là là, est-ce que mon backup va être restauré? Mais aussi la deuxième chose, c'est qu'il est immuable, c'est-à-dire il va être inviolable. Chaque bloc qui est stocké dans cette appliance va être protégé de la modification. Donc on ne va pas pouvoir aller le chiffrer et on ne va pas pouvoir aller le corrompre. Voilà très brièvement, très rapidement, en quoi ces réglementations sont très impactantes pour vous et comment vous pouvez faire face. Alors pour aller un petit peu plus en profondeur sur comment le MSA va se présenter, je laisse la place à Vincent qui va vous expliquer tout ça en détail. Merci Hakim pour cette belle introduction. Écoutez, on va aller un peu plus dans le détail sous forme d'exemple hein, pour vous parler. En fait, le cœur de notre sujet, c'est quels sont les trois chemins d'attaque sur une base de données. Donc, pour démarrer, donc le premier chemin d'attaque, c'est une attaque vraiment loin de la cible. L'idée, c'est d'utiliser, le hacker va utiliser en fait l'application pour aller exfiltrer un maximum de données. Donc, on va le voir un peu plus dans le détail au niveau d'un schéma d'architecture. Deuxième chemin d'attaque, c'est proche de la cible. L'idée, c'est cette fois-ci, le hacker arrive à pénétrer en fait le système d'information, à intégrer effectivement l'infrastructure et se connecter sur des serveurs pour exfiltrer un maximum de données depuis l'infrastructure du client. Troisième approche, c'est à l'intérieur de la cible. La cible qui nous concerne, c'est la base de données, c'est-à-dire que du coup, un compte base de données, cette fois-ci, a été usurpé, usurpation d'identité, connexion en fait à la base de données. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir exfiltrer un maximum de données en utilisant des comptes privilégiés, typiquement, pour en extraire la totalité des données, notamment des données qui sont sensibles, des données qui sont critiques, des données qui sont régulées, comme on l'a vu au travers, effectivement, de l'introduction de Hakim. Alors pour illustrer tout ça, donc en cas d'usage, on va commencer loin de la cible. Donc le pirate, on va utiliser une application assez classique. On va retrouver en fait le pirate qui va se situer au niveau de l'interface utilisateur, hein, le petit schéma octogonal. Ensuite, vous avez en fait la partie applicative, le tiers applicatif, donc application Java, .NET ou autre, hein, qu'on appelle HR Apps. Et ensuite, au travers du réseau, effectivement, les données sont ensuite interrogées par SQL à la base de données que vous voyez en fait à droite, représentée par effectivement une base de données logique. Alors, loin de la cible, donc premier cas d'usage, l'attaque va tout simplement être effectuée au travers du pirate par une usurpation d'identité du compte applicatif. Et à partir du moment où le pirate va pouvoir se connecter dans l'application web, typiquement, il va appliquer ce qu'on appelle un abus de privilège et essayer d'exfiltrer un maximum d'informations au travers de l'interface web, soit en utilisant effectivement, en parcourant en fait l'application, ou alors tout simplement en utilisant des outils hein, de scrapping web pour exfiltrer la totalité en fait du contenu de l'application au travers de l'interface web. Donc là, c'est réellement les ACL, donc les règles, les contrôles de sécurité en fait de l'application qui vont réellement agir. Alors côté base de données, qu'est-ce qu'on peut faire pour complémenter ce type d'attaque? C'est tout simplement empêcher l'affichage de l'information au travers d'une anonymisation dynamique. Donc en complément des ACL de l'application, on va tout simplement occulter les informations qui sont affichées dans l'interface web en mettant en place en fait des politiques de sécurité strictes en fonction du contexte des sessions. Donc, typiquement, si l'application a été accédée par le web, il ne pourra pas afficher par exemple le numéro de carte bleue. Il va falloir se connecter plutôt au travers d'un VPN, donc une connexion plutôt locale, pour afficher l'information. Auquel cas, on utilisera plutôt une anonymisation dynamique directement au travers de la base de données. Deuxième cas d'usage, loin de la cible, c'est tout simplement en fait l'injection SQL. Donc c'est une autre manière aussi d'aller un peu plus loin que l'exfiltration au travers des pages web, mais on va dire réellement contourner l'usage classique des applications qui généralement génèrent des requêtes SQL. Donc là, on va modifier en fait la requête
SQL d'origine générés par l'application pour donc surcharger en fait pour en exfiltrer un maximum d'informations en utilisant le compte de service Oracle pour sortir, on va le voir donc d'ailleurs au travers d'une démonstration, ce cas d'usage bien précis. Donc pour faire face à ce type d'attaque, au travers de nos solutions Oracle, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un database firewall. L'idée, c'est de pouvoir filtrer toutes les requêtes SQL à destination de la base avant que justement ces requêtes-là puissent atteindre la base de données et voir saboter en fait l'information, donc destruction de l'information, ou à l'inverse, donc exfiltrer l'information au travers des failles applicatives. Euh, Lorsqu'on se rapproche un peu plus de la cible, donc deuxième cas d'usage, ben, cette fois-ci, le hacker va se connecter sur l'infrastructure. Donc, il a accès en fait aux éléments de l'infrastructure, donc les serveurs de base de données, les serveurs applicatifs, pourquoi pas aussi la partie stockage. Et donc, première étape que le hacker peut effectuer, c'est tout simplement faire un sniffing réseau. D'accord. Donc, si vous ne chiffrez pas votre réseau, donc ces données apparaissent en clair, et notamment le protocole SQLNet. Toute information échangée entre vos serveurs d'application et bases de données sont lisibles en clair sur le réseau. Donc, bonne pratique, évidemment, c'est mettre en place un chiffrement en transit. Donc, on le fournit nativement au travers de la solution Rack Database, le chiffrement en transit du protocole SQL grâce à Native Network Encryption. Autre cas d'usage, donc cette fois-ci, donc le hacker se connecte sur la base de données où en fait il va usurper aussi l'identité d'un administrateur de stockage et il a accès effectivement au stockage, au repos, c'est-à-dire les fichiers de la base. Ça peut être aussi une architecture ASM, donc faire un dump, ou alors accéder aux exports de la base, donc un dump qui se trouve peut-être pourquoi pas sur un autre serveur, également accès au backup. D'accord. On l'a vu avec Hakim, notamment l'intérêt de la Recovery Appliance pour justement séparer les backups de la partie opérationnelle, administration et gestion de la base de données. Donc la bonne pratique pour faire face à tout ça, c'est tout simplement mettre en place le chiffrement natif des données dans la base de données Oracle. Donc l'idée, c'est de pouvoir chiffrer la donnée au moment où l'instruction est demandée de la part de l'utilisateur, donc la requête SQL est générée, que cette donnée soit chiffrée avant qu'elle soit committée sur le disque, c'est-à-dire inscrite sur le disque. D'accord. Évidemment, dans l'idéal aussi, c'est de pouvoir le complémenter avec une gestion, une solution de coffre-fort de clés, puisque évidemment, on va devoir gérer une clé de chiffrement qui va permettre le déchiffrement et chiffrement en fait, des données au travers de tout ce flux de données. Autre cas d'usage proche de la cible, c'est tout simplement s'attaquer aux copies de données de votre base de production. Donc, dans la plupart des cas, les clients font des simples copies en un pour un en fait, de votre base de données de production sur des données de non-production, des serveurs de non-production qui sont beaucoup moins sécurisés. Et là, il y a un risque assez important d'exfiltration de données, puisque généralement, vos données de non-production, vos serveurs de base de données de non-production sont beaucoup moins sécurisés que votre production. Donc, la protection de ces données-là nécessite la mise en place d'une solution d'anonymisation. Et donc là, on parle d'anonymisation statique, c'est-à-dire pouvoir identifier quelles sont vos données critiques d'entreprise et les modifier directement au travers d'algorithmes spécifiques, vos données sources en données cibles qui sont tout à fait inintelligibles de la part des attaquants. Une fois que le hacker arrive à, cette fois-ci, usurper l'identité d'un compte de base de données Oracle, donc c'est-à-dire exfiltration, un cas classique, exfiltration d'un compte d'accès, donc nom d'utilisateur et mot de passe Oracle, qui se trouve dans le fichier de configuration de mon serveur d'application, le hacker va utiliser ce compte-là pour aller justement donc, se balader dans la base et exfiltrer un maximum d'informations. Donc, première attaque, c'est l'abus de privilège, cette fois-ci côté compte de service, compte Oracle, base de données. Et donc, la contre-mesure pour éviter en fait, ce type d'attaque, c'est de mettre en place un renforcement des accès, on va le voir, au travers de Database Vault, typiquement. Donc là, je ferai aussi une démonstration autour de ce cas d'usage, pour interdire en fait, toute connexion vers ma base de données, et notamment mon schéma applicatif qui héberge les données critiques, de manière à éviter évidemment l'exfiltration de données par cet abus de privilège et laisser uniquement le serveur d'application, donc finalement mon application, d'accéder effectivement à ces informations uniquement dans son contexte de session, c'est-à-dire
l'adresse IP, le programme utilisé, et puis d'autres éléments qui sont liés à la session de mon serveur d'application. Autre cas d'usage, c'est l'abus de pouvoir, tout simplement. Les administrateurs ont un pouvoir illimité, justement, sur ma base de données. Et un des premiers cas d'usage, lorsqu'on va faire des contrôles ou renforcement des accès, c'est interdire, tout simplement, en fait, à un DBA d'accéder à une donnée critique d'entreprise, notamment dans le domaine militaire. C'est très important. Donc là, l'idée, c'est complémenter, effectivement, ces actions-là. On va utiliser la même solution Database Vault. Cette fois-ci, on va mettre sous contrôle en fait un ensemble d'objets de base de données Oracle pour lequel effectivement on va autoriser certains comptes à y accéder et principalement les comptes applicatifs, donc les serveurs d'application et non pas en fait aucun compte d'administration ni compte opérationnel. Et là, je vous ferai une petite démonstration sur ce sujet. Enfin, dernier cas d'usage, c'est l'escalade de privilèges. Donc, tout simplement, le hacker va, plutôt que d'utiliser un compte existant qui est quelquefois monitoré, va créer un compte spécifique et s'octroyer effectivement les droits DBA en fait sur cet utilisateur et utiliser ce compte-là en shadow pour aller exfiltrer ces informations-là, puisque éventuellement ce compte-là n'a pas été monitoré. Et donc, pour ce faire, effectivement, il faut superviser toute activité de création de compte, création de droits, élévation de privilèges sur mon application et réagir immédiatement. Évidemment, donc, pour monitorer, avoir une vision globale de ces informations-là, il va falloir avoir une solution, on va dire, un cockpit de sécurité qui permet de détecter, alerter, auditer toute activité suspecte concernant effectivement les sujets, les cas d'usage là que je vous ai expliqués. Et on va utiliser justement cette architecture MSA, Maximum Security Architecture, pour justement combler l'ensemble de ces failles liées à l'activité de ma base de données et surtout contrer tous ces cas d'usage effectivement d'attaques qui peuvent survenir sur votre base de données. Alors, on a quand même pas mal de solutions pour justement mettre en place ce mode de défense en profondeur sur vos bases de données. On les a catégorisées en 4 grands piliers. D'accord. Donc, ce sont des bonnes pratiques de déploiement de solutions Oracle pour couvrir en fait ces 4 domaines. Premier domaine, c'est tout d'abord savoir évaluer en fait votre posture de sécurité. Vous avez votre base de données ou vos bases de données qui sont dans votre infrastructure, qui hébergent généralement, donc si vous êtes sur l'Oracle, hébergent généralement des données critiques d'entreprise, des données qui sont régulées. Donc, première étape, c'est de savoir effectivement où est-ce que j'en suis sur la sécurité en fait de mon environnement. Donc, pour cela, vous avez des solutions telles que DataSafe, qui est une solution plutôt sous forme de cloud service, mais qui peut s'adresser effectivement à l'ensemble des bases de données Oracle. Et on va réaliser en fait un assessment de sécurité sur la configuration de votre base de données, faire des assessments de sécurité sur vos utilisateurs également aussi, identification des utilisateurs qui sont potentiellement dangereux, qui ont des accès privilégiés en fait au système. Et puis aussi, point important, c'est appliquer les patchs de sécurité. Est-ce que j'ai appliqué l'ensemble des patchs de sécurité qui vont couvrir justement certaines alarmes concernant des CVE qui sont publics et disponibles depuis nos sites Internet. Donc, on va s'appuyer sur le framework CIS, Center of Internet Security, qui sont les bonnes pratiques de sécurité à mettre en place sur une configuration Oracle. Deuxième pilier, c'est contrôler l'accès aux données sensibles. Donc pour ce faire, on vous conseille en fait d'intégrer la partie authentification, autorisation, authentification à une authentification forte. Donc un Active Directory, d'accord, donc ou des solutions de type Radius, Kerberos ou autre. Donc voilà, de manière à pouvoir centraliser en fait la gestion des comptes d'accès et pouvoir décommissionner assez facilement au travers d'un annuaire d'entreprise. Database Vault, qui va permettre aussi de mettre en place cette sécurité d'accès des comptes à haut privilège à des données sensibles, mais également aussi faire une séparation stricte des droits au niveau effectivement des accès à mes données sensibles. Et éventuellement aller un peu plus loin et mettre en place cette séparation du row level security et column level security pour aller un peu plus loin, et on va le voir notamment avec Hakim dans le prochain topic sur la partie sécurité des IA. Troisième pilier, vous l'avez bien compris, c'était superviser et auditer toute l'activité liée à ma base de données. Donc,
par défaut, Oracle permet d'auditer ce qu'on appelle l'Unified Audit, donc auditer toute activité au niveau de la base de données. Évidemment, il faut le paramétrer. Et l'idée, c'est d'avoir un outil centralisé tel que DataSafe sous forme de cloud service ou on-premise Audit Vault et Database Firewall, qui vont justement centraliser tous les audits de l'ensemble de vos bases de données et surtout avoir des tableaux de bord et des rapports déjà prêts à l'emploi, justement pour répondre à ces problématiques, comme l'a dit Hakim, de réglementation, de reporting réglementaire à destination effectivement des autorités de régulation qui doivent être générées dans les 24 heures. Donc vous l'avez immédiatement, de manière centralisée, grâce à ce type de solution. Et puis deuxième point aussi, c'est pouvoir utiliser aussi cet outil-là pour faire du troubleshooting bien précis, pour savoir réellement tout ce qui s'est passé sur une échelle de temps pendant votre attaque qui a été, que vous devez reporter effectivement aux autorités de régulation. Quatrième pilier, c'est tout simplement rendre inintelligibles les données volées, et c'est souvent une des premières mesures que nos clients mettent en œuvre. Donc c'est la partie chiffrement de la donnée. Aujourd'hui, elle fait partie intégrante de l'ensemble des réglementations qui régissent effectivement la data privacy, donc la protection des données, que ce soit les protections de données personnelles ou des données en fait liées à votre vertical métier. Gestion des clés de chiffrement, évidemment, anonymisation des données, et aussi la partie recovery appliance, qui est partie intégrante effectivement de la chaîne complète de la protection contre toute attaque de type ransomware. Pour la suite, du coup, je vais vous faire une petite démonstration donc, sur 3 cas d'usage qui sont très importants, qui font partie de cette architecture Maximum Security Architecture. Alors, dans le premier cas d'usage, on va simuler en fait une attaque de type injection SQL. Okay. Alors, on va tout simplement utiliser une application web que vous voyez sur la gauche, qui s'appelle HRAdmin, qui est une application de type Java, tout simplement. Je vais me connecter en tant que compte applicatif HRAdmin, vous le voyez sur l'écran à gauche. On a une page toute simple, en fait, qui liste la totalité de mes employés. J'ai créé une page spécifique pour vous donner les éléments de contexte de session. Donc, tout simplement, je vois que employé Search Prod est le propriétaire du schéma applicatif de mon application. J'ai une adresse IP qui s'exécute depuis la 10.00.152, qui correspond en fait au database firewall, d'accord, qui va permettre justement de se prémunir contre les attaques de type SQL injection. Je fais une recherche, et un petit mode debug qui m'affiche en fait la requête générée lorsque je clique sur le schéma search, le bouton search, et on va tout simplement faire une requête sur la table démo HR employé. Je sélectionne un employé en particulier et j'ai des informations de type caractère personnel et notamment des informations bancaires ici, donc routing number et payment account number, qui seront essentiels, donc retenez bien, dans le cadre de la simulation d'une attaque de type SQL injection. Donc, je repasse en mode debug et cette fois-ci, donc l'intérêt en fait de l'attaque d'injection SQL, c'est d'aller interroger une table qui est en dehors pas du schéma applicatif, mais de la requête initiale, rappelez-vous, où je vais afficher justement donc dans le contenu d'une table supplémentaire qui s'appelle démo HR supplemental data. Et vous voyez dans le contenu, dans la requête générée, j'ai bien un union de select qui a été surchargé à partir de la requête initiale et qui m'affiche cette fois-ci les éléments bancaires dans les champs qui sont prévus dans l'affichage initial. Donc j'ai contourné une faille de sécurité applicative en injectant effectivement une requête SQL. Donc, pour ce faire, vous avez 10.00.52, c'est mon database firewall. Donc, je vais me connecter sur la solution qui s'appelle Audit Vault, qui permet de monitorer le database firewall. Et vous voyez, donc, on a déjà un certain nombre d'informations sur notamment les assessments de sécurité. Vous pouvez exécuter depuis Audit Vault. Et moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est réellement aller configurer le database firewall policies. Donc, la base PDB1 qui héberge mon application, en fait, est sur une politique de sécurité par défaut. C'est-à-dire que du coup, on laisse passer l'ensemble des requêtes à la base de données. D'accord, on transmet juste les informations. Ce qu'on va faire pour protéger en fait notre base HR de toute injection SQL, c'est créer notre liste blanche de SQL statements. C'est ce qu'on appelle en fait un SQL cluster set. Donc le SQL cluster set, je l'ai créé par auto-apprentissage, tout simplement. L'appliance enregistre en fait l'ensemble des requêtes SQL qui passent à travers du compte applicatif et je construis ma liste blanche, vous voyez ici,
14 requêtes en fait qui ont été identifiées. Et d'ailleurs, vous voyez les requêtes avec des dièses, ce qui fait qu'on garantit aussi la sécurité des données à l'affichage lors de la configuration. On ne transmet aucune information privée de requête. Donc, je vais créer en fait mon HR cluster set par auto-apprentissage. Lorsque je clique sur effectivement la partie filtrage, donc ma règle qui s'appelle Allow HR SQL, ben, je lui rajoute en fait les requêtes SQL. C'est-à-dire que toutes les requêtes SQL font partie de ce cluster, vont passer. Je ne log aucune information dans mon database firewall et je ne crée aucune alarme de sévérité. En revanche, les requêtes qui ne font pas partie de ma liste blanche, ben, je vais les bloquer. D'accord. Donc, elles n'atteindront jamais la base de données. Je le fais une fois par session. Et je crée une alarme de type moderate. Et surtout, je vais plutôt de killer la session, je vais exécuter une requête par substitution qui ne ramènera aucune information. Il ne me reste plus que, du coup, affecter ma base PDB1 qui héberge mon application HRadmin, tout simplement, en fait, à cette policy que j'ai créée. J'ai appelé HR policy. Voilà, je lui affecte. J'attends que l'affection, le paramétrage soit déployé sur ma base de données PDB1. On le voit juste après que la policy est déployée sur la base PDB1. Donc, sans aucun redémarrage, logiquement, le database firewall est capable d'aller bloquer cette requête. Et au final, donc, en cliquant sur Search, vous voyez, donc la requête SQL a bien été générée, mais elle n'atteindra jamais la base de données puisque aucune information, cette fois-ci, n'est affichée dans mon application. Donc, j'ai bien bloqué l'accès à mon requêtage, enfin, à mon attaque de type injection SQL. Côté solution, j'ai aussi une alarme qui est générée dans ma solution Audit Vault. Donc, je peux également aussi transmettre cette alarme en fait à mes outils d'incident. Si vous avez un outil d'incident, pouvoir intégrer ces éléments-là à votre SOC ou CIEM. Et je peux aller un peu plus loin, je peux lui dire, je peux voir effectivement, l'origine vient du réseau, du database firewall. Mon application JDBC SYN Client, j'ai la requête initiale. On peut voir la requête Union All. Ça concerne la table démo HR supplemental data. Ça provient de ma HR policy et cette requête a été bloquée par mon database firewall. Deuxième cas d'usage, c'est tout simplement l'illustration au travers du chiffrement. L'intérêt du chiffrement, vous allez le voir. Donc, même contexte, on va se connecter à l'application en tant que HR admin. Donc, on a accès à la table démo HR employé via le bouton Search. Voilà. OK. Donc, la requête initiale que vous avez vue. On sélectionne un collaborateur, Adam Frank, ici. On a ses données personnelles, évidemment, supplémental data, et on va récupérer, par exemple, son adresse email, frankadams@oracledemo.com. Cette fois-ci, le hacker s'introduit dans le système, d'accord? Donc, il a accès au compte operating system Oracle, ça peut être root, ou ça peut être un autre compte qui a accès, en fait, au data file. Et pour ce faire, j'ai un script qui vous permet d'illustrer très rapidement, en fait, ce cas d'usage. Je vais tout simplement lancer ce script et je vois qu'en fait, la donnée qui héberge ma table se trouve dans un fichier qui s'appelle ampdataprod, dans un tablespace logique qui s'appelle ampdata_prod et qui n'est non chiffré. Je sors la base de données et je lance la commande strings et j'affiche les 20 dernières lignes, d'accord, du fichier data, et je vois les informations personnelles qui y sont. D'ailleurs, le compte HRadmin apparaît. Si je fais un simple filtre pour essayer de trouver justement l'adresse email que je vois dans mon interface, je peux extraire les informations. Ce qui veut dire que c'est une faille de sécurité et qu'un fichier DBF, en fait, s'apparente à un fichier CSV. D'accord? Donc, il n'y a aucune protection sur ces fichiers-là. Est-ce qu'il ne reste plus qu'à mettre en place un chiffrement? Au préalable, on a configuré effectivement TDE, qui est Transparent Data Encryption, donc le chiffrement, qui est intégré au moteur. Et donc, avant la transformation du tablespace en mode chiffré, donc vous voyez, on peut le faire online, c'est-à-dire mon service n'est pas arrêté. Je fais un tablespace online et l'algorithme de chiffrement est l'AES 256. Donc, sans arrêt de service, vous voyez, donc mon application fonctionne correctement. Et mon tablespace a été chiffré. Mon fichier.dbf a été chiffré. Il ne reste plus qu'à relancer en fait le script pour vérifier le contenu de l'information. Mon tablespace est bien chiffré. OK. Et si j'affiche les 20 dernières lignes de mon tablespace, vous voyez qu'on a des données qui sont inintelligibles. Et en appliquant le même filtre, cette fois-ci, on ne voit aucune information liée à Frank Adams. Donc, j'ai donc bien protégé mes informations.
Troisième cas d'usage, c'est l'abus de pouvoir au travers de Database Vault. Toujours le même contexte, se connecte en tant que HR admin, compte applicatif. Voilà, une recherche d'employés, classique, et on affiche les informations, la requête SQL sur la table des mots HR employés. Alors, côté Database Vault, donc même chose, je me connecte en tant que compte operating system. Je vais faire une requête, d'accord, au travers d'un compte 6DBA, vous voyez, donc super utilisateur, et donc il peut faire une description de l'objet de ma table qui m'intéresse. Donc je vois la structure de la table. Je peux administrer cette table. Je fais une select sur cette table-là, la table qui m'intéresse, et je vois un user ID 73, c'est Craig Hunt, et on voit son numéro de sécurité sociale. Dans mon application, j'applique le fil 73, donc je retrouve le même collaborateur, même nom, donc, et le même numéro de sécurité sociale. Donc moi, mon problème, c'est justement interdire les DBA d'accéder à ces données sensibles, tout simplement. Pour faire play, ouais, donc je vais créer, donc il y a la notion de royaume. Un royaume, c'est juste, je vais créer une zone de contrôle au travers, vous voyez, d'un compte qui s'appelle DV Owner, Database Vault Owner, qui va créer une règle spécifique qu'on va appeler Protect Employee Search Prod, et qui sera une zone de contrôle complémentaire pour protéger en fait mes objets de base de données. Et en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble des objets qui sont issus effectivement de mon compte applicatif. C'est ce que je fais. Donc, je passe sous protection l'ensemble des objets de mon schéma Employee Search Prod. OK, très bien. Donc, c'est ce que je fais. Maintenant, en tant que compte de service, voilà, je fais une recherche et vous voyez, en fait, même si je suis propriétaire du schéma, je ne peux pas voir ces données. Donc, le royaume, le realm, va protéger réellement l'ensemble des informations, même si je suis propriétaire de la donnée. Il nous reste donc un élément, c'est juste rajouter les autorisations en disant OK, même propriétaire du schéma, je dois avoir accès à ces objets. Et cette fois-ci, en temps réel, sans reboot, le propriétaire du schéma peut relancer sa requête et on a accès en fait aux objets qui contiennent des données sensibles. Donc, autre cas d'usage, ce qui nous intéresse maintenant, c'est interdire un DBA d'accéder à la base de données. Vous voyez, donc, en tant que 6 DBA, je fais une description, donc je peux décrire effectivement l'information, mais ce que je ne peux pas faire en tant que DBA, c'est exécuter toute requête de type DML, Data Modification Language, c'est-à-dire faire des selects, des updates et des inserts. Par contre, rien ne m'empêche d'administrer la base de données puisque j'ai le rôle DBA. D'accord. Donc vous voyez aussi, donc le describe, il fonctionne. Toute la partie DDL fonctionne parce que j'ai les droits par défaut d'administration, mais je ne peux pas accéder à l'information. Alors je passe la main maintenant à Hakim pour la suite de la présentation qui va introduire justement donc la notion de sécurité dans un environnement d'intelligence artificielle. Merci, merci Vincent. Alors, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt une introduction à la présentation que je vais faire beaucoup plus détaillée jeudi prochain, donc dans 2 jours. Donc, je vous invite, je vous recommande à vous enregistrer, à vous inscrire sans aucune attente. Alors, pour comprendre pourquoi on doit sécuriser les environnements IA, il faut d'abord aussi comprendre comment elles fonctionnent et quels sont les petits biais, et notamment un des gros biais auxquels on est confronté. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le fonctionnement, le processus habituel. Que vous utilisiez un agent IA ou pas, ou une simple interface web, de toute façon, vous allez prompter, vous allez envoyer votre information à ce fameux LLM. Donc le LLM, c'est le modèle dans lequel les informations sont stockées. Ensuite, vous allez passer plusieurs couches avant d'arriver à ce LLM et ensuite vous allez les retraverser pour qu'il puisse et comprendre votre question dans un langage naturel et vous répondre dans un langage naturel. Et ça, cette réponse, il vous l'affiche soit à travers un agent, encore une fois, soit à travers une application quelconque, web ou autre. Mais le problème, c'est qu'ils présentent tous, quels que soient les modèles auxquels vous êtes confrontés, ils présentent tous le même souci qui est celui de l'hallucination. Alors l'hallucination, c'est quoi? C'est lorsqu'un modèle, en fait, cherche à vous répondre, parce que lui, en fait, il veut être sympathique avec vous, hein, il veut absolument vous apporter une réponse, il va la mettre et il va vous la rendre très crédible et il va vous la fournir avec une grande assurance. Vous allez peut-être considérer qu'il vous ment. En fait, lui, il ne ment pas, il va juste chercher à deviner des choses.
L'IA, en fait, c'est basé, surtout la génération IA, c'est basé sur des statistiques, sur des mathématiques. Et donc, lui, en fait, s'il pense qu'il peut vous donner une réponse qui semble cohérente, il va vous le faire. Si vous connaissez l'environnement, ou en tous les cas, si vous vous attendez à une certaine réponse, vous pouvez deviner peut-être qu'il va vous mentir ou en tous les cas qu'il hallucine. Mais si vous ne connaissez pas la réponse attendue, vous seriez malheureusement dans une position où vous pourriez évidemment vous faire manipuler ou en tous les cas avoir une mauvaise information. Alors pour répondre à ce genre de choses, eh bien il y a plusieurs aspects. On peut travailler sur le prompt engineering, ça c'est le fait de réécrire votre prompt, donc vous allez un peu mieux peut-être préciser ce que vous attendez, préciser ce que vous voulez, la forme dont vous le souhaitez, etc. Mais malheureusement, encore une fois, si le LLM n'a pas été entraîné correctement avec les bonnes informations, eh bien, il pourrait halluciner. Deuxième option, on pourrait jouer sur la température. C'est-à-dire on pourrait jouer sur des paramètres de créativité du modèle. Donc si vous mettez 0, par exemple, vous lui demandez de ne surtout pas être créatif. Et si vous êtes un artiste incroyable, vous pouvez lui demander évidemment de ne surtout pas être à 0 et d'halluciner à un maximum. Dans un monde comme le nôtre où, par exemple, vous seriez amené à gérer des stocks ou à avoir des livres comptables, etc., l'hallucination ou la température créative, c'est absolument pas ce que l'on recherche. Surtout pas. La deuxième chose sur laquelle on pourrait jouer pour les paramétrages, c'est l'échantillonnage, les top K, les top P. Là, vous allez jouer sur la diversité des résultats. Mais là, encore une fois, si le modèle n'a pas été entraîné avec les bonnes informations, eh bien, il va halluciner. Dernière chose, le fine-tuning. Là, le fine-tuning, c'est vraiment plus intéressant parce que vous allez réentraîner votre modèle à partir de vos propres informations. Donc là, cette fois-ci, vous sélectionnez des informations que vous maîtrisez. Et là, cette fois-ci, parce que le LLM est réentraîné sur vos données spécialisées, il va vraiment éviter d'halluciner. Et là, c'est vraiment intéressant. Ça semble intéressant, mais le problème, c'est que malheureusement, parce que vous avez réentraîné ce modèle, lui, va avoir de la mémoire pour tout le monde. Il va pouvoir raisonner pour toute personne qui va lui poser des questions. Une fois qu'il a cette information, et parce qu'il l'a, eh bien, il ne va pas se gêner de la diffuser. Et là, c'est très grave, ça peut être très grave parce que selon les degrés d'habilitation que vous avez, eh bien, fatalement, vous pourriez être amené à diffuser des données sensibles. La bonne approche, la meilleure approche consisterait donc à éviter que on ait des données qui ne soient pas pertinentes et qui ne soient pas en temps réel. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle un système RAG, Retrieval Augmented Generation, et ça en fait, ça va baser en fait votre question sur un nouveau contexte en temps réel, et ce contexte, lui, s'appuie sur tout votre écosystème, vos bases de données, vos fichiers, etc. Là, vous avez tout le processus complet. À partir du prompt, on va envoyer donc une information à votre système. On va chercher évidemment des similarités. Donc là, on va parler de vectorisation. Là, on rentre un petit peu plus dans les détails, mais encore une fois, jeudi, je vous expliquerai ça beaucoup plus profondément. L'idée, c'est que là, cette fois-ci, on va d'abord chercher le contexte. On va récupérer les bonnes informations dans vos bases de données. On va renvoyer ce contexte au LLM. Et là, cette fois-ci, ce LLM ne va pas chercher à inventer. Il va juste traiter le nouveau contexte qu'on vient de lui envoyer. Et évidemment, dans un langage naturel, il va vous renvoyer la réponse. Avantage de ce mécanisme-là, c'est qu'évidemment, vous utilisez vos propres données. Donc ça déjà, tout comme le fine-tuning, vous vous assurez, vous garantissez que le domaine de connaissance du LLM est maîtrisé et surtout, il va vous donner des informations pertinentes. Deuxième avantage, c'est que puisque vous touchez votre système, vous n'avez plus besoin de réentraîner votre LLM. Donc votre LLM ne sert qu'à comprendre et traduire du langage naturel. Et ça, c'est beaucoup plus safe que d'avoir lui-même à stocker et à conserver des données sensibles. Troisième avantage, puisque vous lui renvoyez à chaque fois un nouveau contexte, ça signifie qu'à chaque fois que vous lui posez une question, en temps réel, il va chercher ce contexte. Donc vous avez des données en temps réel pertinentes, ce qui veut dire que vos bases de données peuvent évoluer en permanence. À chaque nouvelle question, vous aurez une réponse qui sera rafraîchie, des données toujours constamment à jour. Donc c'est là où le RAG devient intéressant, fascinant,
Mais le problème, c'est que maintenant, vous l'avez compris, c'est que puisque mon LLM et mes agents IA vont avoir un accès direct à tout mon écosystème, vous avez entendu longuement avec Vincent quelles étaient les surfaces d'attaque sur une simple base de données. Eh bien, l'IA aujourd'hui rajoute une nouvelle surface d'attaque qui fait que des gens qui, à ce jour, jusqu'à ce jour, n'avaient aucune connaissance de vos systèmes, aucune compétence, ils ne maîtrisaient pas le SQL, ils ne savaient même pas comment développer du Perl, du Java, du PHP, peu importe. Aujourd'hui, sans même connaître la complexité de vos schémas, le nom des tables, etc., vont pouvoir, simplement en posant une question, avoir accès aux secrets de vos bases de données. Et ça, c'est extrêmement dangereux, et surtout si vous pensez au Shadow AI. Le Shadow AI, donc, c'est la capacité d'utiliser des outils d'IA sans en avoir informé son service informatique. Demain, donc, vous pourriez plugger d'informations, un tas pardon, d'agents qui iraient chercher des informations partout, encore une fois, sans que vous en ayez la compétence, ni même la connaissance applicative, fonctionnelle, etc. Je pose juste la question, donne-moi l'état des stocks, dis-moi qui est la personne qui gagne le plus dans mon entreprise, et à partir de là, si mon IA et mon LLM est au courant, il pourrait me rendre cette information disponible. C'est ce que nous allons voir donc jeudi, c'est comment sécuriser cette nouvelle surface d'attaque. Donc si vous êtes intéressé, et j'espère que vous l'êtes, eh bien je vous donne rendez-vous jeudi pour pouvoir explorer les différentes possibilités justement de protéger vos systèmes IA et vos systèmes qui seraient touchés par de l'IA. Je donne désormais la parole à Patrick pour la session de questions-réponses. Merci Hakim, merci. Bah, tu nous as fait envie là, hein. Tu nous as fait envie. Ah, On j'espère. a, on a déjà envie d'être dans la session de jeudi. Euh, Merci Hakim, merci Vincent. Effectivement, maintenant on a prévu quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser l'icône, la QNR de votre interface. Donc je vais de toute Monsieur façon prendre les Patrick. questions là qui sont arrivées pendant les sessions. Euh, Alors, on pose la question suivante, c'est Vincent qui avait parlé de ça. SQL Firewall et Oracle DB Firewall. Est-ce qu'il y en a un qui remplace l'autre ou est-ce qu'on peut utiliser les deux? C'est pour toi, Vincent. Oui, alors du coup, effectivement, donc l'outil on-premise historique, on va dire, s'appelle Adva- euh, Audit Vault et Database Firewall, donc qui inclut effectivement la partie Database Firewall, était à l'origine effectivement une solution purement on-premise qui peut effectivement voilà, gérer en fait le filtrage SQL, mais qui sait faire aussi d'autres choses, faire effectivement de l'audit avancé sur des valeurs avant changement et après changement. Vous voyez, donc c'est une solution qui est purement on-premise. Et qui continue à évoluer, hein, donc qui peut être aussi installée dans le cloud, hein, puisqu'on l'a aussi sous forme de marketplace dans le cloud Oracle, OCI, Oracle Cloud Infrastructure. Et en parallèle de ça, effectivement, comme vous avez dit, hein, l'idée, c'est de pouvoir intégrer un maximum de solutions de sécurité, pour notamment adresser aussi ces problématiques autour de l'IA. Hein, donc, c'est là où est intervenu cette fois-ci en fait le SQL Firewall qui a été intégré effectivement au moteur Oracle 23 AI. D'accord, donc c'est la stratégie effectivement d'embarquer un maximum d'outils de sécurité. On va dire que SQL Firewall aujourd'hui est un database firewall light qu'on va retrouver nativement dans la base de données Oracle, tout simplement. Okay. Ok. Merci Vincent. Une question bah, un peu générique, mais voilà, je sécurise mes bases de données Oracle jusqu'à présent on-prem. Si je bascule dans le cloud, est-ce que je dois anticiper en fait des paramétrages différents? Voilà, quelles peuvent être en fait les recommandations de sécurité pour mes bases actuelles, quoi. Ok, alors en fait, concernant le cloud Oracle, donc tout ce que vous avez en fait déployé dans votre infrastructure on-premise, donc les solutions telles que Advanced Security hein, pour la partie chiffrement, TDE, Transport Data Encryption, ceux qui sont voilà un peu plus au fait en fait de ce package, Database Vault, SQL Firewall, on l'a vu aussi en 23AI, en fait toutes les solutions de sécurité, hein, on va dire MSA,
sont transposables. D'ailleurs, ce sont les mêmes solutions de sécurité qu'on utilise dans notre propre cloud Oracle, database as a service, mais également les clouds, le multi-cloud. On a aussi voilà, du database Azure, Amazon et Google Cloud, typiquement. Bah, ce sont typiquement en fait les mêmes solutions on-premise qu'on a voilà, déportées sur nos solutions de type cloud, en se basant sur voilà, l'Exadata ou principalement. Donc, sont tout à fait utilisables. D'ailleurs, vous pouvez faire ce qu'on appelle un bring your own license pour valoriser en fait vos assets on-premise sur le cloud Oracle. Et voilà, mais techniquement parlant, on est sur les mêmes solutions que vous savez sur du on-premise cloud ou en mode hybride, tout simplement. Ok. Merci Vincent. Alors, l'autre question, c'est dans un contexte d'Aura, finalement, je vais utiliser à la fois les méthodologies MA et MSA de Oracle, ou est-ce qu'il faut en privilégier une? En fait, les deux parce que dans Dora, alors c'est vraiment peut-être la réglementation qui va être la plus restrictive et la plus contraignante. Non seulement il va falloir mettre MAA, MSA, mais aussi ZDLRA, parce que dans plusieurs articles, il est fait mention donc du fameux plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité. Il est même stipulé que vous devez avoir une procédure de test de restauration des datas, et c'est là où vos backups en fait vont être impactés par cette réglementation. Et ensuite, vous avez tous les aspects évidemment de chiffrement, de gestion, des évolutions de votre système, de la supervision des attaques, etc. Vraiment, Dora, pour le coup, c'est peut-être celle qui va imposer le plus ces fameux trois piliers dont je vous ai parlé au début, MSA, MAA, ZDLRA, parce que malheureusement, eh bien, c'est énormément de choses qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et si vous êtes donc dans le secteur financier, vous êtes de toute façon concerné par ça. Alors attention parce qu'elle est déjà en place depuis janvier 2025. On peut espérer une période de grâce, mais là, il n'y a que moi il y a que moi qui le dis et ça n'engage que moi. Les réglementations précédentes nous ont montré que des périodes de grâce, parfois, elles n'ont jamais existé. Donc faites attention à ça. C'est assez lourd, enfin c'est même très lourd, surtout si on n'a jamais mis en place eh bien, de rack, enfin, de cluster, de plan de reprise d'activité, etc., ou de backup, de plans de backup. C'est à commencer le plus tôt possible. Merci. Merci Hakim. Voilà, il y avait encore deux questions. On va les répondre à l'écrit, que je vous propose de clôturer maintenant donc notre événement. Merci beaucoup à tous pour votre présence, pour votre participation. Suite demain donc sur les infrastructures et les stratégies de backup, déjouer les ransomware. Et puis, comme on l'a indiqué pas mal aujourd'hui, donc jeudi, on retrouvera donc la sécurisation des environnements d'intelligence artificielle, les nouveaux projets d'IA. Et puis vendredi, on sera sur la gestion des identités et des accès. Voilà. Merci encore à nos intervenants. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir.